Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Unblocked où j'ai le plaisir d'accueillir Rémi qui est un ex-CTO. Rémi va nous présenter son parcours en 2 minutes, pourquoi il a décidé de partir sur le développement d'un outil IA plutôt que de reprendre un poste de CTO. On va parler de l'adoption de l'IA, des agents de code pour les ingénieurs en développement. On va faire un passage sur le recrutement en 2026 dans l'ère de l'IA et le futur autour de tout ça. Bienvenue Rémi. Bonjour à tous et merci Andrew de me recevoir sur ce podcast. Ça va être un plaisir de discuter avec toi. Donc pour commencer, je vais faire une courte intro sur moi. Je vais vous expliquer un peu mon parcours. Rapidement, je suis passé à peu près comme tous les gars de mon âge par le parcours classique de l'ESN, la SS2I comme on disait à l'époque. Oui. Et mais très rapidement, j'ai voulu prendre mon indépendance parce que c'était un format de travail qui me plaisait pas bien. Et puis je voulais vraiment construire une entreprise. J'avais plein d'idées. J'avais pas mal bougé entre Lyon et Aix-en-Provence à l'époque, et ça m'a permis de comparer ce qu'on trouvait donc dans les PME de ce qu'on pouvait voir dans les grands groupes. C'est-à-dire que d'un côté, chez EDF, tu avais des méga serveurs, des systèmes ultra modernes, et puis tu avais encore à l'époque les PME qui tournaient à la cassette de sauvegarde avec les étiquettes marquées lundi, mardi et tout, tu vois. Et donc, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire, et c'est là que l'idée du cloud, qui ne s'appelait même pas le cloud encore, c'est-à-dire que le terme n'existait pas, m'est venu, et du coup, on a commencé à créer des serveurs de mutualisation pour les entreprises à Lyon. Et ça, c'était ma première boîte que j'ai D'accord. revendue en 2021, qui a donc un projet qui a bien fonctionné. Par la suite, j'ai repris un poste en CTO, du coup, donc on verra aussi pourquoi, donc dans mon expérience, je suis repassé de l'autre côté après. Mais du Oui. coup, un poste en CTO, donc pendant 4 ans, dans une boîte qui faisait de l'assistance pour les étrangers, donc qui sont en D'accord. voyage, etc. Et Mhm. ça s'est très bien passé. Ça m'a permis d'avoir une autre expérience, donc de passer du côté je rack des serveurs et je fais du conseil aux entreprises à je dirige une équipe de plusieurs développeurs. Aujourd'hui, donc, je suis sorti de tout ça. Je continue à faire un peu de conseil pour les dirigeants de YapWigo. Mais j'ai décidé de monter effectivement un nouveau projet donc sur un agent IA qui fonctionne donc comme un agent de review type qualité QA, et qui Mhm. travaille sur l'ensemble de la base de code pour pouvoir fournir des insights justement sur la manière dont le code a été fait, est-ce que ça a été bien fait ou pas. Bref, je m'égare un peu. L'idée derrière tout ça, c'est de produire quelque chose qui va venir se coller sur le développement, le vibe coding que tout le monde utilise aujourd'hui, pour pouvoir fournir de la qualité au travers de ce code-là. D'accord. Et du coup, la question évidente, pourquoi partir sur ce type de projet plutôt que de reprendre un poste de CTO parce que tu étais bien CTO pendant ce temps chez C'est Upwego? ça, c'est ça. Alors j'ai été CTO et CEO parce que dans la boîte, j'ai aussi acheté des parts très rapidement. C'est le problème quand tu es entrepreneur finalement, c'est Ouais. que les chats font pas des chiens, tu vois. Et non, pourquoi en fait pas reprendre un job de CTO? Parce que en ce moment, il y a quand même une grosse bulle autour de l'IA, et j'avais envie de créer un truc dans ce domaine-là. Et ce projet d'agent-là, c'est vraiment un projet que j'ai mis en place après pas mal de réflexions. Ça fait quasiment 2 ans finalement que je bosse sur l'IA en agentique, on va dire. Alors à l'époque, on faisait du LLM pur, mais Mhm. cette époque où justement on copiait-collait dans notre fenêtre le résultat du LLM pour faire du code, etc., est un peu révolu. Mais c'est vrai que autour de janvier 2025, ça m'a un peu tapé d'un coup comme ça. J'ai eu un déclic. J'étais en train de refaire un script de sauvegarde, ce qu'il y a de plus bateau et qui est le plus perte de temps pour l'entreprise, tu vois, en termes de valeur. Mhm. Et je demande à l'IA de me le faire, et littéralement en 30 secondes, elle me sort un truc à peu près fonctionnel. Donc je me dis, ok, c'est à la fois incroyable et terrifiant. Ça Et t'aurait c'est là pris où combien de j'ai, temps du coup, si c'était pas bah, 30 secondes ça, tu normalement? vois, c'est un truc qui m'aurait fallu pour le valider 4 jours de taf, à peu près. Ah ouais. Quand tu passes de 4 jours à 30 secondes et que tu vois que clairement ça a répondu à ton problème. Parce que Mhm. à cette époque-là, je suis pas non plus en train de vibrer et de me dire, OK, est-ce que ça marche? Je lance le truc. Non, je vois clairement qu'il a répondu à toute la problématique. Ouais. Donc,
là, tu vois, je me dis, OK, il y a un truc, quoi. Moi, à la base, je suis pas développeur. Je suis un mec du système. Donc, je monte des clouds, je monte des grosses infrastructures, je dirige des équipes. J'ai toujours finalement fait du vibe coding, mais à l'époque, c'était avec des vrais développeurs. Ouais, Et il du y a coup, des développeurs. c'est ça. Donc, Intelligent. du coup, bah, ce point-là fait que voilà, je me retrouve avec un outil qui est quand même vachement efficace. De là, je commence à créer vachement de trucs. Donc, mon repo Git aujourd'hui, tu as une trentaine d'outils qui permettent de faire autant de la génération de code, de la génération de README, enfin peu importe, il y a beaucoup de choses. Hmm. Et je me dis, OK, je devrais condenser toute cette connaissance en un outil. Et c'est là que je crée Anatoly, qui est un agent de review open source pour les codebases. Euh, D'accord. voilà, donc Ok. dans tous les cas, pourquoi, et pour répondre à la question, Hmm. pourquoi plus bah, pas reprendre finalement un poste de CTO, pourquoi plus créer quelque chose? Parce qu'en fait, mon truc à moi, c'est plus le build aussi, donc de créer des solutions plutôt que de manager des équipes. Voilà, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Oui. Bah, du coup, donc l'idée est née quand tu étais dans ton dernier poste de CTO. Mais le jour où on met ce genre d'outil entre les mains d'une équipe, tout le monde n'applaudit pas. Comme tu as peut-être pu voir, tu m'avais parlé d'un un senior, un dev senior qui était réticent dans l'équipe. Donc, comment ça se manifestait concrètement? Alors, le truc, c'est que avec le recul déjà pour un senior dev, à ce moment-là, donc c'était il y a à peu près un an, c'est quand même assez naturel pour lui d'avoir de voir ça comme, enfin de l'avoir de vouloir refuser justement l'IA à ce moment-là, Hmm. parce que déjà il passe son temps lui-même à corriger du code de plus jeune, il passe son temps à corriger son propre code, et là on Hmm. lui dit tiens on va te mettre un outil qui génère du code à fond, à fond, à fond, qu'il va falloir que tu reviews encore plus. Et dans sa tête, il se dit, mais pourquoi en fait je ferais ça? Moi aujourd'hui, je fais du code qui marche et j'ai pas besoin d'un outil qui va faire le taf à ma place. Et tu as un peu le défaut, tu vois, de dire, bah ok, je vais me faire remplacer, quoi. Donc, tu as à la Ouais, fois ton ego qui va bloquer le truc, et tu as à la fois bah, tout le monde autour qui commence à te dire, faut utiliser l'IA, et puis tu dois maintenir une prod en tant que senior dev. Et tu dis, ouais, bah clairement, moi aujourd'hui, j'ai pas assez d'arguments, c'est pas en me mettant des outils comme ça dans les pattes que je vais y arriver mieux. Et les mecs ont raison. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai tout essayé. C'est-à-dire que je prends le problème dans le problème comme tout le monde le fait. Je viens, je mets en place des outils, je fais des démonstrations, des pipelines, des trucs. Je dis, vas-y, regarde là, par exemple, comment on pourrait résoudre ce problème qu'on a depuis super longtemps, etc. Et pff, je me heurte à un mur gigantesque et il n'y a rien qui passe, quoi. Donc, là, ce que je me dis, c'est qu'il faut que je change de logique, en fait. Il y a mhm, forcément un rejet. Alors, sur le coup, je laisse quand même traîner pendant un moment parce que je me dis, bon, je veux pas non plus frustrer les équipes. Et puis, on n'est pas encore dans cette vague, si tu veux, de Cloud Code et tout qu'il y a là depuis le début de l'année. C'est mhm. l'année dernière, c'est encore toujours dans cette vague de je prompte, je récupère, je prompte, je teste, etc. Donc, on n'est pas dans l'agentique, on est vraiment que dans le code assisté. Et donc, Mhm. j'ai pas encore les arguments à ce moment-là pour dire à mon collègue qui est très performant dans son domaine, j'ai pas les bons arguments pour lui dire que c'est un outil qu'il peut utiliser au quotidien parce que pour lui, en fait, ça va rien lui apporter. D'accord. Et comment tu t'es pris au problème? C'était quoi ta démarche du coup à partir de là pour lui faire En fait, comprendre qu'il ce faut qu'on a évoluer, fait, c'est qu'on a pris le problème à l'envers. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on a retenu, c'est que l'outil, en termes de valeur ajoutée sur le code, bah, finalement, à ce moment-là, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, on arrête de pousser un outil pour pousser un outil. Alors, la vérité sur le terrain, c'est que tu codes plus vite, mais on peut pas frustrer les gens. On est quand même en face d'humain et du coup, faut y aller dans le bon sens. Donc, à ce moment-là, ce qui m'est venu, c'est que je me suis dit, OK, maintenant, on a des outils d'agentique pure. Donc là, on arrive dans cette période de Cloud Code, etc. Mm. Et je me dis, en fait, au lieu de prendre le truc en lui disant, tiens, utilise ça pour t'assister dans le développement, je lui ai dit, tu peux pas être le grand sachant de l'entreprise
Tu peux pas être seul à prendre des décisions tout seul derrière ton ordinateur. Aujourd'hui, qui en fait vient te contredire, qui vient te proposer d'autres solutions? Est-ce que tu as la possibilité de voir l'ensemble des possibilités, la possibilité de voir l'ensemble des solutions qui s'offrent à toi quand tu prends une décision, parce que tu es tout seul en tant que senior, donc c'est toi qui Oui, dirige finalement, qui il n'y a lead. personne pour le challenger. C'est ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas pris l'IA ou l'agent pour faire du code. On l'a d'abord pris pour donner du pouvoir au développeur. C'est-à-dire que lui, on lui a mis un set de skills, donc de compétences d'agent entre les mains, qui étaient des PM, des PO, des UX designers, des architectes, en lui disant, à partir de maintenant, on veut pas que tu codes avec l'IA, on veut juste qu'à chaque fois que tu prennes une décision, tu la prennes au travers d'un pipeline d'agentique agile qui t'aide à prendre la bonne direction. Et c'est là que on a réussi à gagner des points parce que donc moi, la solution que j'utilise en l'occurrence, c'est BIMAD. Il y a peut-être Mhm. d'autres CTO ici qui la connaissent aussi. BIMAD, c'est vachement bien parce que tu vas avoir tout ce set de skills, donc de compétences disponibles dans Cloud Code pour revoir, pour prendre des décisions, qui vont t'aider à rédiger des documents qui sont rédigés mieux que ce que tu as pu voir dans la plupart des SS2I depuis 10 ans, parce Mhm. qu'on respecte cette structure et cette agilité. Et ça permet vraiment tout de suite de gagner en valeur. Et tu vas donner au développeur quelque chose qui va vraiment, pour lui donner une capacité de décision. Donc, il devient décisionnel finalement sur le pipeline et il n'est pas juste comment dirais-je, un pisseur de Exécutant. code, comme on Ouais. disait à l'époque. Ouais. Voilà. Et ça marche tout de suite parce qu'il se dit, OK, waouh, c'est quand même bien. En plus, Ah, anecdote intéressant. aussi, dans BIMAD, il y a un truc, moi, qui m'a vraiment éclaté, c'est quand tu lances le party mode. Donc c'est là où tu as carrément tous les agents qui se mettent à discuter ensemble. Tu les vois discuter ensemble et tout, et qui te font un rapport directement comme si c'était ton équipe. Et à la Ah fin, ouais. tu n'as plus qu'à prendre tes décisions avec le dev qui te fait son avis de dev, l'UX qui te dit, voilà, les interfaces, elles devraient être comme ça, l'architecte qui dit, oh les gars, vous allez trop loin, c'est pas ça qui est la demande du client au départ. Et ça, en fait, là, tu vois, tu convaincs les gens, parce que tu leur donnes pas un outil, tu leur donnes de la méthode. Et du coup, tu leur donnes le pouvoir sur les choses. Et je pense que c'est ça qui a fait basculer donc le développement, ce développeur-là en tout cas, Mhm. dans ce domaine-là, quoi. Du coup, il s'est senti plus soutenu plutôt que tu lui donnes des problèmes en plus. C'est du empowerment, quoi. Il se sent plus. Exactement, ouais. C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Du coup, Ça reprend. t'as dû donner un prompt pour chaque élément, chaque profil, le designer UX, le chef de projet. Toi, tu es le UX de ce Alors, on n'a même projet, pas tu besoin de agis faire de ça. telle manière. T'as même pas besoin en fait de le faire. BIMAD, c'est déjà un ensemble de prompts et de skills. Je D'accord, pense que c'est un des projets open source actuellement qui est un des plus likés sur GitHub, justement, pour ça. d'accord. Donc, c'est un truc que tu installes vraiment simplement sur ton pipeline avec un npm install bimad classique. Et du coup, c'est quelque chose ouais, qui fonctionne très très bien. Il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est pour ça aussi que tu as une adoption rapide, c'est que bah, en une commande, c'est posé. Mhm. En un appel de skills, tu as une démonstration de ce que ça va faire et ça touche pas au code, tu vois. C'est surtout ça, tu vois. Tu viens pas mettre dans tes process ou dans des choses des nouveautés qui vont ajouter de la complexité, qui vont demander de la réflexion. Bima, en 3 minutes, c'est testable. Donc c'est ce qui fait D'accord. aussi que ça marche bien, tu vois. Nous, on a vraiment apprécié ça. Aujourd'hui, je sais qu'ils l'utilisent pas mal. Il y a certains défauts qu'on retrouve chez les humains aussi, parce que finalement, quand on met de l'agilité, on peut se retrouver dans des situations, moi j'appelle de réunionnite aiguë, beaucoup comprendront. C'est-à-dire que finalement, les agents, ils font de l'agentique, de trucs, de PR et tout, et à la fin, tu as des documents des specs, des documents d'archi qui sont tellement gros que personne ne les lit. Mais finalement, ça reflète aussi la réalité, tu vois, autour de ça, quoi. Et, euh, et c'est vrai que ben, cette autocritique, finalement, c'était plus important d'apporter une autocritique parce que finalement, tu es en face de scientifiques aussi. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude de se remettre en question quand quand la valeur est intellectuelle. C'est-à-dire, le but, c'est pas de pousser les choses en force, c'est d'abord d'y réfléchir
Et donc Oui. là, ça te permettait de mettre en place un outil qui est, voilà, qui regardait pas la qualité du code, et qui s'occupait justement d'aider le développeur, quoi. Oui, oui, donc vu sous plusieurs angles d'experts périphériques C'est ça. du développeur, lui il reste maître de son domaine, mais il est appuyé plutôt qu'on lui alimente. Donc en prétendant que c'est la vélocité, on lui donne du code en plus et il voit ça comme un problème. Voilà, il se sent plus en puissance quoi, C'est ça. pour délivrer mieux. Exactement. Ok, donc c'est comme ça qu'il a perçu ce développeur en question. Je pense, ouais. Je pense. En tout cas, aujourd'hui, je sais qu'il l'utilise pas mal. Il a même de lui-même commencé à utiliser Cloud Design, etc. Donc, tu vois, c'est là où tu te dis quand le gars il commence à explorer par lui-même, t'as rempli ta mission, quoi. Hmm. Et, mais c'est un vrai sujet aujourd'hui, cette adoption par les développeurs. Il y a le sujet de l'adoption, il y a le sujet de comment est-ce qu'on fait pour synchroniser les équipes autour du même outillage. Ça, Mhm. c'est vraiment des sujets d'actualité. Oui, Voilà, en complètement. tout Mais cas. je le vois chez nos clients, en fait. C'est l'histoire d'avoir plusieurs devs qui font un peu dans leur coin avec leurs outils et comment on peut unifier tout ça, mettre en place des garde-fous. euh, Rien que les licences, d'avoir la même licence pour tout le monde et pas avoir trop de divergences. Je pense que c'est de plus en plus important. Moi, ce que j'entends pas mal en ce moment, c'est comment je fais pour que mon repo il reste clean et pour que Mm. les skills, pour que la méthodo elle soit la même pour tout le monde. Comment est-ce que j'orchestre l'outillage en fait autour des développeurs? Et je pense que c'est un des sujets d'actualité les plus chauds du moment autour de ça, quoi. Comment tu fais du team building d'IA et d'agentique sans perdre le contrôle? Parce que finalement, quand tu as des milliers de lignes de code et que tout le monde y va de sa PR dans son coin et qu'il n'y a pas, tu vois, de review, tu te retrouves avec alors du code qui marche sur le papier, mais que personne peut mettre en prod parce que personne peut le certifier. Les gars vont te dire ouais ça marche, mais comment ça marche? Est-ce que vous êtes sûr de la sécurité, Oui. etc., etc. Tu vois, c'est des vrais sujets d'aujourd'hui, quoi. Oui, oui, la partie gouvernance, C'est ça. ça prend de l'ampleur. Ok. C'est Et du ça. coup, si on parle du côté recrutement, donc si on devait recruter une nouvelle personne dans l'équipe aujourd'hui, parce que forcément ça a pas mal évolué avec le nouveau, on va dire, setup de l'équipe autour de l'IA, quels seraient les critères si on parle d'un profil junior, un profil senior, si toi tu étais à nouveau CTO dans une boîte, quels seraient tes critères, tu regarderais quoi? Alors moi déjà, je fais la grosse différence entre le développeur qui fait ça parce qu'on lui a dit que ça payait et le développeur qui fait ça parce qu'il a touché des ordinateurs, parce qu'il fait ça par passion. Aujourd'hui, Hmm. déjà, le recrutement, pour moi, il doit vraiment faire la séparation entre les deux. Je dis pas que l'un est plus mauvais que l'autre, mais en tout Mhm. cas, dans mes critères de recrutement, je fais bien le distinguo entre les deux. Moi, personnellement, j'ai tendance à préférer travailler avec des seniors. Forcément, c'est plus pratique, mais toutes les entreprises n'ont pas les moyens forcément de se le permettre. Et dans tous les cas, aujourd'hui, il faut qu'on fasse entrer des juniors, parce que les juniors, c'est les seniors de demain. Donc, notre rôle à nous, qui avons l'expérience aujourd'hui, c'est de passer le pouvoir et de passer la main à ces jeunes-là. Et on a du travail à faire des deux côtés, autant nous, à nous adapter à cette nouvelle génération, que eux à justement s'adapter et à toute l'IA, à tous les systèmes qui arrivent. Moi, je recrute pas pour l'usage de l'IA, tu vois. Mhm. J'ai besoin d'un mec, quand je le recrute, qui va pouvoir me sauver les miches quand c'est 3 heures du mat et qu'il y a un problème en prod. Et ça, il n'y a aucune IA, tu vois, qui va pouvoir le faire. Donc d'abord, les Connaissance humains, soft c'est skills. ça aussi, tu vois. Hmm. Aujourd'hui, on mélange beaucoup de choses. On te parle de remplacer les développeurs, que le dev, voilà, c'est terminé, que en réalité, tu auras toujours des problèmes de systèmes qui sont business critical, tu auras toujours des problèmes de confiance avec les gens que tu pourras jamais remplacer par un robot. Donc déjà, c'est ça. Est-ce que ce mec que j'ai en face de moi, je peux lui faire confiance dans les moments difficiles? Ensuite, c'est vraiment, est-ce qu'il code aujourd'hui, est-ce qu'il a fait du code par envie? Est-ce qu'il l'a Hmm. fait
Moi, je vois mon gamin à l'école, on lui apprend à compter, pourtant il y a des calculatrices, tu vois. Et, on Oui, fait, voilà. oui, Donc, bah, le code, c'est aussi ça. Le code, c'est un exercice de logique. oui. L'algorithmie, c'est de la logique. Et du coup, ben, c'est important que les mecs aient quand même pratiqué et pas juste fait de la gentique. Parce que bah, le souci, c'est que sinon, on va déléguer l'intelligence et on va être plus capable de rien faire. Et c'est là où ça devient un danger. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui mes critères, c'est est-ce que vous êtes des gens de confiance en premier? Est-ce que Hmm. vous faites ça parce que ça vous passionne? Est-ce que vous êtes des passionnés de la tech? Et ensuite, on parle des sujets d'après. Donc forcément, bah, l'IA, est-ce que vous l'utilisez? Comment vous l'utilisez? Euh, sans oublier la maîtrise des outils de base et les prérequis d'hygiène, qui sont comment fonctionne un Git, qu'est-ce qu'un modèle DDD, qu'est-ce que, bah, voilà, il y a plein de choses qui sont à connaître, mais ça reste de plus en plus secondaire finalement. Donc pour le recrutement, aujourd'hui, oui, je vais plutôt préférer quelqu'un qui est un passionné, avec qui je vais pouvoir travailler longtemps. C'est ça Mhm. que, enfin, c'est mon avis personnel. C'est, on construit finalement des relations ensemble aujourd'hui avec les gens avec qui on travaille. Et le développement, c'est quelque chose de pointu. Si on veut faire des gros logiciels, on a besoin de beaucoup de connaissances. Et donc, si je peux privilégier voilà, un passionné avec qui je vais avoir du plaisir à travailler pendant longtemps, c'est un de mes critères. Ouais. Oui, c'est plus son comportement, ses soft skills, comment il communique, il ou elle Voilà. communique, la capacité d'évaluation, de trancher, de remettre en question ce que génère l'IA aussi. Donc, contrairement à l'utilisation des outils, de pouvoir faire des bons prompts, par exemple, voilà, c'est quelqu'un qui peut analyser ce qui est généré par l'IA et voir voilà, si ça fait sens ou pas et pas perdre son temps. J'imagine aussi à créer des choses qui sont inutiles. C'est utiliser le bon sens, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Après, tu vois, quand je parle de passion, c'est parce que t'as des gars, ils viennent, ils te disent oui, je fais du Minecraft et tout. Bah, en fait, faut pas les rejeter, ces gens-là. C'est des jeunes et ils sont passés par là. Nous, on était pareil à l'époque, on faisait des LAN, on branchait nos PC pour jouer à Counter-Strike et c'est ça, c'est juste deux époques différentes, mais c'est le même Oui, feu, quoi, tu vois. Et du oui. coup, c'est ça que j'aime privilégier quand on me demande si je vais, pour les jeunes, c'est cette fibre-là, tu vois, que je veux retrouver. On n'est pas des mêmes générations et il faut apprendre à travailler ensemble. Mais en tout cas, on a quand même, bah, on est des humains, quoi. Donc on fonctionne un peu pareil et il faut réussir à trouver ce bon équilibre. Oui, oui, Donc voilà, en complètement. tout cas, ce que je retiens là-dessus. Après, pour les profils un peu plus seniors, euh, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est des profils qui vont migrer vers de l'orchestration. Mhm, Il y a beaucoup d'outils IA maintenant à mettre en place, etc. Donc, il faut que ces profils-là, quand on les recrute, soient quand même, enfin, connaissent quand même les outils d'aujourd'hui. Et c'est là où eux, les seniors, ils ont du travail à faire. Parce que moi, je vois beaucoup de gars qui y passent pas, en fait, qui restent mhm. dans ce que j'expliquais avant, finalement, où tu te heurtes à un mur. Et je pense que là aussi, il y a des efforts à faire. Voilà, faut chercher à maîtriser les outils, avoir l'hygiène de base, Mhm. voilà, être autocritique, avoir un bon jugement sur l'ensemble, être capable de développer des choses, même si aujourd'hui, tu vois, par exemple, les tests, le FizzBuzz et tout, c'est des trucs que n'importe quel agent peut te faire en 2 secondes. Un exercice qui peut être intéressant, c'est tu demandes à ta recrue de faire une review de fonction, par exemple. Tu dis, tiens, améliore-moi cette fonction. Bah, un bon dev, il va te dire comment est-ce que je te l'améliore, la latence, la performance, qu'est-ce que tu veux que j'améliore. Le dev junior, il va foncer tête baisse, il va le lancer dans son agent et tu vois, c'est là où tu peux faire la différence entre un profil assez critique et un profil qui est trop agentique, quoi. Faut faire Oui, attention, quoi, c'est ça que je veux dire par rapport à ça. oui, je pense que c'est tout lié à prendre du recul, prendre de la hauteur et comme tu dis, orchestrer, architecturer une solution plutôt que de se concentrer sur l'exécution. C'est ce que je vois. Et d'ailleurs, je pense en tant que CTO, euh, c'est sa responsabilité aujourd'hui de créer le bon environnement pour ces gens parce que c'est là où je vois la différence quand je parle avec des ingénieurs seniors. Je vois bien
le mindset du CTO ou du VP of Engineering de leur boîte par rapport à ce qui les laisse faire, ce qui les encourage à faire, ce qui les empêche de faire. Et n'empêche, ça a un effet sur leur trajectoire de carrière. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Ok. Et du coup, si on parle de la partie, par exemple, test, parce que bah, les tests aujourd'hui, ça ne ressemble pas il y a 6 mois, il y a un an. Qu'est-ce que tu en penses c'est quoi tes observations à ce niveau-là? Donc, pour ce qui est des tests, comme je disais avant, dans le recrutement, je pense qu'on peut toujours sortir les katas de code basiques. Ça reste une bonne base. Ce qui est important, c'est de noter la capacité à questionner et pas l'exécution aveugle. C'est là où, pour moi, Mhm. tu fais vraiment la différence entre le gars qui a délégué son intelligence à celui qui s'autocritique. Ce que j'aimais bien faire, moi, c'est aussi des sessions pair à pair où tu prends ton lead dev, tu prends la jeune recrue, tu les fais discuter pendant 1 heure. Ça te permet d'avoir un bon retour déjà parce que les gens vont travailler ensemble, donc c'est surtout eux d'ailleurs qui vont être confrontés au travail en commun. Donc Ouais. j'aimais bien faire ça. Connaître un peu les méthodes qu'on utilise en agentique ou en IA aujourd'hui. Il y a beaucoup de méthodes qui sont plus en avant dans le développement. Donc ça, c'est intéressant d'en discuter. Et voir un peu sur enfin, rester quand même sur les fondamentaux de manière à pouvoir avancer plus tard. Après, les tests donnent toujours du sens dans tous les cas. Tu vois, j'ai un copain qui vient de faire des tests. Il est passé en deuxième stage chez Mistral. Les plus grosses boîtes continuent de le faire. Mm. Donc non, ça a clairement du sens. Et je pense que ce qu'on évalue, c'est vraiment l'intelligence et la méthodologie des gens. Si tu fais pas de test, et moi j'ai déjà fait l'erreur dans mon passé, tu fais pas de test et au final tu te retrouves avec des gars qui sont complètement pas à leur place et ça emmerde tout le monde. Tu mets du temps à récupérer, tu perds du temps en recrutement, voilà, donc c'est pas le bon plan quoi. Oui, exactement. Ok. Et du coup, si on parle des conseils que tu vois sur Internet, sur LinkedIn sûrement, qui sont donnés aux CTO, mais où tu roules les yeux, tu te diras, mais non, il faut pas faire ça. Aujourd'hui, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu as pu remarquer où tu n'es vraiment pas d'accord? En fait, c'est pas tant sur LinkedIn parce que sur LinkedIn, je vois beaucoup passer de choses qui sont des aberrations au niveau de la science autour de l'IA. En Hmm, même temps, aujourd'hui, il y a tellement de bruit autour de ça que tu hmm, vois vraiment beaucoup de choses où voilà, tu hallucines un peu. Non, je pense qu'aujourd'hui, le défaut du CTO que je vois et que je rencontre le plus, c'est j'ai pas pu essayer, j'ai pas le temps. Et en hmm, fait, pour moi, ça, c'est la mort du job parce que le CTO aujourd'hui, s'il prend pas ce temps de veille, ça va finir et qu'il attend en fait que d'une part les nouvelles générations elles arrivent toutes préformées par l'école sur des nouvelles méthodos, ça va prendre des lustres et je trouve que c'est ce qui manque le plus, c'est que je vois beaucoup de CTO qui me disent j'ai pas le temps. Alors je les comprends parce que souvent il y a les objectifs, il y a le management au-dessus, mais on a ouais, tendance à oublier que diriger une équipe technique c'est aussi cette veille et il faut tester des choses. Il faut proposer de l'innovation. On n'est encore pas dans un secteur où tout a été écrit. hmm, Et je pense que c'est ça aujourd'hui que je vois le plus gros défaut, c'est j'ai pas le temps. Moi, ça m'est hmm, arrivé de proposer des interventions à certains CTO. Donc tu vois, où le gars te dit, bah, envoie-moi un plan de formation, etc. Et tu lui envoies le plan de formation, tu l'appelles, on en discute, tu lui dis, est-ce que tu as lu le plan de formation? Et le gars, tu dis, j'ai pas le temps. Il te dit, j'ai pas le temps, tu vois. Tu dis, moi, tu m'as demandé de t'écrire le truc, on s'appelle, et puis tu n'as pas le temps. Et en fait, ça, je le vois de plus en plus. Tout le monde s'écroule devant le. Peut-être c'est l'agentique aussi, tu vois. Maintenant, les choses vont tellement vite ouais, qu'effectivement, les gens ont plus le temps. Encore toute cette délégation de l'intelligence, c'est presque philosophique, tu vois, autour de ça. Et donc, ce que je dirais aux CTO aujourd'hui, c'est de reprendre le temps, en fait. Le pouvoir, c'est ça, c'est justement la réflexion, tester des choses, innover, et de pas tomber, sombrer de pas sombrer justement dans la délégation de l'intelligence. Ouais. Mm. ouais, ouais, complètement. Oui, ben, il faut être à la page, je pense, aujourd'hui, sinon tu te fais dépasser par les concurrents, malheureusement.
voilà, faut le privilégier, la partie innovation et veille, comme tu dis, parce qu'on fait toujours une veille techno sur les technos qu'on connaît pas. C'est pas juste des technos aujourd'hui, c'est des méthodes qui sont fondamentalement différentes. C'est ça. C'est Ok. ça, et voilà, je pense que le pouvoir, vraiment, il repasse par là, quoi. C'est vraiment important de reprendre justement la main sur tous ces développements, sur toutes ces décisions. Finalement, le CTO, il a presque pas besoin d'outils d'IA. Peut-être pour écrire des mails, tu vois. Mhm. Mais son rôle, c'est vraiment installer, tester, trouver des solutions pour ses équipes, faire avancer le projet, tout en étant dans l'équilibrage, tu vois, avec avec ce que la direction lui demande. Faire avancer ses équipes, faire que ça se passe bien, faire que les gens aient envie de travailler, tu vois, dans l'équipe. Pour moi, ça, c'est important, quoi. Mm. D'accord. Et pour finir, donc l'outil que tu es en train de développer, parce que forcément tu échanges avec d'autres CTO autour de ton outil, qu'est-ce que ça t'a appris? C'est quoi tes insights par rapport à ça en particulier? En fait, à la base, le truc, c'est que je me suis rendu compte que quand tu fais du vibe ou quand tu codes avec l'IA, donc là, maintenant, l'Internet commence à être inondé de micro SaaS, de SaaS qui ont été développés via Cursor, Lovable ou même sur Cloud Code. Je me Mhm. suis rendu compte qu'il y a toujours une barrière à un moment donné. C'est-à-dire que la plupart de ces gens-là ne sont pas des développeurs, voilà, ils le font avec des outils. Mais il y a un moment donné où les gens ne peuvent pas passer l'étape suivante, ou la mise en production propre, parce que le logiciel devient trop gros et ça drift. C'est-à-dire que Ouais. l'IA, elle a plus cette vision globale du logiciel, elle est plus capable de... Donc par exemple, tu as une fonction qui est censée faire avancer une voiture à un endroit du logiciel, tu lui demandes de faire quelque chose, il va te recréer la même fonction à côté. Et ça, par exemple, les duplications, c'est un comportement qui est ultra redondant et qu'on voit beaucoup. Et du coup, bah, si tu n'as pas des outils qu'on appelle des harness ou des outils qui vont faire de la review du code existant, parce que tu as des solutions comme CodeRabbit, etc., qui font de la review de PR, mais qui n'ont pas cette vision globale du code. Si Hmm. tu n'as pas des outils qui contrôlent au fil de l'eau ce que tu développes pour remettre l'agent sur les roues, sur les bons rails, en lui disant attention, là, tu as recréé une fonction qui existe déjà. Là, tu as recréé une fonction qui ressemble presque à une autre. Peut-être qu'on pourrait créer un helper entre les deux. Là, tu n'as pas du tout maintenu la documentation. Tu vois, le rôle d'Anatoly, ça va être aussi de maintenir la documentation synchronisée par rapport au code. Si tu as un gars qui pousse sur la code base, qui met pas à jour la doc, là, tu rentres dans des conflits. Ta doc, elle peut dire l'inverse du code. Donc, finalement, c'est de centraliser cette mémoire, créer un harness, pouvoir briser ce plafond de verre qu'on a avec le vibe coding, en permettant justement de dépasser, de dépasser les points bloquants et de pouvoir coder des logiciels de plus en plus gros. Et Anatoly il répond à ça. Donc c'est un programme qui vient, il scanne toute ta base, fichier Mhm. par fichier, il la contrôle sur plusieurs axes. Et pour chaque axe, il va te remonter tous les findings, tout ce qui va pas. Et derrière, tu n'as plus qu'à utiliser ton Cloud Code ou ton agent quelconque pour venir corriger, itérer et arbitrer sur l'ensemble de tout ce qui t'a remonté. Le résultat, c'est que tu obtiens une code base qui est clean, Mhm. donc où tu as tout qui est testé, tu pas de duplication, tu pas de code mort. Ça aussi, c'est un truc que tu retrouves beaucoup. L'IA, elle va dire, OK, bah, on a changé, voilà, on a changé un truc, elle va laisser le code mort dans le code. Alors, tu as des linters, tu as des choses qui permettent de le détecter, mais il y a certaines choses que tu peux pas détecter. Par exemple, des fois, t'as des branches de code complètes. Tu as des branches de code complètes qui vont pas être détectables par un linter. Donc, moi, je vais pouvoir le faire. Donc là, l'outil, c'est ça. C'est de dire, OK, nous, on fait une review globale du code et on fournit un outil type audit QA que tu aurais payé ça 20 000 balles, un gars qui vient chez toi pendant une semaine pour le faire. Et maintenant, Anatoly te le fait gratos en open source, quoi. Voilà, c'est la réponse du truc. Et sur le Excellent. modèle économique autour de l'open source, c'est de se dire on release le moteur et on fait payer le cloud, donc la partie team qui te permet justement d'avoir toute ton équipe qui utilise le même moteur avec les mêmes caches, etc. Voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser. S'il y a des CTO qui nous écoutent, vous pouvez le télécharger. Il est déjà disponible. L'utiliser, le tester.
Mhm. Et voilà. Excellent. Bon, ben, je mettrai un lien dans la description. Et aussi, si vous voulez vous connecter avec Rémi, vous pouvez cliquer sur le lien vers son LinkedIn dans la description. OK. Ben, merci Rémi, ça a été fascinant. Super intéressant ton retour d'expérience. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou... Moi, je dirais juste au CTO un dernier mot qui Oui, résonne un peu avec ce que je viens de dire, c'est reprenez la main sur vos outils, lâchez rien. La veille, c'est pas un luxe, c'est le job. Voilà. exactement. Oui, ben, merci pour les conseils. Le retour d'expérience, c'était très intéressant. Ben, je te dis à bientôt. Yes, à bientôt. Si vous avez apprécié cet échange, pensez à liker et à vous abonner. Si vous êtes CTO, VP of Engineering ou responsable technique au sein d'une société tech, startup ou scale-up, ce serait avec plaisir de vous accueillir sur le podcast. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par mail à contact@aston-robinson.com. À bientôt pour un prochain épisode.